Avec vous sur Sud Radio pour les débats avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Bonjour Sophie. Pardon. Alex Arnaud, journaliste politique. Votre chaîne YouTube Les Indécis, une chaîne de débat politique. Mathis Brasca, bonjour. Vous êtes étudiant étudiant en relations internationales. Bonjour. Et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais. Bonjour à vous. Et puis Joseph est resté avec nous. Il remplace Gilles toute cette semaine pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Il l'avait fait en 2012 et en 2017. Jean-Luc Mélenchon a de nouveau rassemblé ses électeurs à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Alors ils étaient 100 000 d'après la France Insoumise. Désolé, pas de chiffre de la police. 150 000 même, selon 150 000. Selon certains. Bon, de toute manière, on n'aura même pas d'autres chiffres pour contrebalancer non. parce que les autorités ne souhaitent pas les communiquer. Alors Soleil à Paris, il a parcouru les 2 km entre la place de la Bastille et la place de la République. C'est ça la marche pour la 6e République. Jean-Luc Mélenchon est monté sur l'estrade entouré de Ruffin, Obono, Corbière, Panot, Autain, Quatennens. Il a appelé au vote utile contre Macron et le système et croit en sa capacité à convaincre. Il dit même avoir convaincu ses parents, électeurs écologistes, de voter pour lui. Dans la foule, les drapeaux communistes présents en 2017 ont disparu et Jean-Luc Mélenchon tente de clarifier sa position sur la guerre en Ukraine. À cet instant, je dédie le rassemblement populaire de la place de la République à la résistance du peuple ukrainien contre l'invasion russe. Je la dédie aux Russes courageux qui résistent dans leur propre pays contre la guerre en même temps que contre la dictature. Voilà. Oui, Sophie. Oui, non, moi j'avais presque un coup de chapeau à lui donner parce qu'il a dit un truc que personne ne dit. Il a dit vous êtes tous personnellement responsables du vote qu'il y aura et vous êtes personnellement responsables sans tenir compte ni des partis, ni des hommes, ni de quoi que ce soit. Alors arrêtez, c'est vous qui êtes responsable de la personne qu'on va avoir. Et moi je trouve que cet appel à la responsabilité individuelle, il a parfaitement raison. Qu'on vote pour lui ou pas. Et c'est très rare d'entendre ça. En l'occurrence, il pense à lui surtout. Oui, ça forcément, on peut pas lui reprocher. Oui, mais c'est vrai que le côté on nous vole l'élection, etc. Allez voter. On va en parler de l'abstention. On va en parler de l'abstention. Joseph. Allez, donc Jean-Luc Mélenchon était en meeting. Valérie Pécresse était l'invitée du journal de 13h sur TF1 pour la séquence Si j'étais présidente. De France 2. De France 2. Elle était sur France 2 et elle était sur TF1 hier soir. Sa première décision concrète, si elle est élue, présenter une grande loi constitutionnelle au référendum aux Français sur l'immigration, la laïcité et la sécurité, avec des quotas migratoires et des peines planchées pour les multirécidivistes. Leïla Kadour, la journaliste, lui demande ensuite quel serait son gouvernement idéal. Sa réponse. Alors j'ai pas mal d'idées. J'aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la défense, Teddy Riner à la jeunesse, Leïla Slimani à la francophonie. Parce que je pense qu'un certain nombre de ces personnalités, par leur rayonnement, par leur connaissance des Français et de leur portefeuille ministériel, seraient des compétences extrêmement précieuses pour un gouvernement que je veux former le plus largement possible. Voilà, et donc la réponse des 3 personnalités. Alors on comprend donc déjà que Valérie Pécresse répond instinctivement. Elle dit: il n'a jamais été question pour moi de présenter les membres de mon futur gouvernement. Comme dans un questionnaire de Proust, j'ai cité des personnalités de la société civile avec lesquelles je pourrais travailler, même si elles ne partagent pas mes idées. Alors le problème du coup, c'est que la déclaration elle a été prise relativement au sérieux et elle est rapportée aux intéressés. Un smiley qui rigole pour le judoka Teddy Riner qui a été joint par SMS par France Télé. La romancière Leïla Slimani parle d'inélégance. Rien ne me ferait plus horreur. Les mots sont durs. Et Philippe de Villiers, frère du général de Villiers, parle carrément d'un gouvernement putatif et de procédés déloyaux, de voyous, que d'annoncer des noms qui n'ont même pas été approchés. Oui, enfin bon, je veux dire, c'est lamentable. C'est comme quand on vous pose la question: quel est votre dîner préféré? Qui invitez-vous à un dîner chez vous? On peut imaginer que tous les gens qu'on cite diraient c'est une honte. Là, franchement, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais objectivement, on lui pose la question: avec qui aimeriez-vous
aimeriez-vous gouverner? Elle réfléchit, elle dit voilà. Vous êtes gentil, Sophie, c'est pas un dîner hypothétique. Non, mais c'est une personne qui se présente. Qui aimeriez-vous? Oui, mais elle ajoute à la fin, c'est ce qui cloute son truc. Elle pourrait dire oui, dans l'idéal. Voilà, elle a quand même dit, je comprendrais très bien que ces gens, elle a dit elle-même. Après. Les réactions, je trouve ça c'est maladroit, c'est pas préparé. Non, mais elle est pas bonne, on le sait. Tellement Pécresse 2022, ça va devenir une expression pour moi. Rien n'est préparé, rien n'est anticipé. Mais qu'est-ce qui fait cette campagne chez les LR? Là, elle est en train de tuer les LR. Et puis, entre nous soit dit, cette proposition aussi qu'elle fait, c'est à nouveau, elle court derrière Zemmour. Quoi. C'est nul. Quoi. Ça, et elle vient de faire un truc. Parce que laïcité, quota d'immigration, etc. Elle n'a pas. Elle ne sait plus après qui elle court. Elle ne sait plus après quel court. Là. Mais elle n'a pas couru derrière. Oui, c'est ça, effectivement, derrière Macron. Mathis Brasca, on lui fait un faux procès ou pas dans cette histoire? Alors au niveau un petit peu de créer une équipe présidentielle au gouvernement qui ressemble à une équipe de Koh-Lanta, tout ça, je pense que ce ne soit pas forcément une très bonne idée. Non, mais on lui a posé la question, on lui dit, dans la société civile, qui aimeriez-vous vous rejoindre? Non, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Après, est-ce que c'est une bonne polémique ou pas? Probablement non. En revanche, sa première mesure de faire un référendum sur l'immigration, moi ça me rappelle tout simplement Marine Le Pen en 2017 qui disait ma première mesure ce sera un référendum sur l'immigration. Et qui le dit toujours d'ailleurs. Hein. Et qui le dit toujours. Donc j'ai un peu du mal. Et Zemmour aussi reprend ce donc rapidement, j'ai un petit peu du mal à voir où Valérie Pécresse va se démarquer là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a, enfin oui, pardon. Alors, non, il n'y a pas de... Moi j'aime bien ce débat. Et du coup, pour terminer, le gouvernement s'est fait secouer, vous l'avez remarqué ces dernières semaines, par l'affaire McKinsey, accusé d'optimisation fiscale par une commission d'enquête du Sénat. Le célèbre cabinet a reçu un message de la part de Bruno Le Maire, invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Toutes les entreprises qui font de l'optimisation fiscale paieront ce qu'elles doivent à l'État français. Je le redis, c'est un combat de 5 années. Je l'ai livré sur Google, par exemple. Je rappelle que nous avons lancé la même procédure sur Google et que du coup, nous avons reçu de l'argent de la part de Google qui ne payait pas suffisamment d'impôts en France. Nous allons faire exactement la même chose pour McKinsey. Ma responsabilité première de ministre des Finances, c'est m'assurer que chacun, notamment ces entreprises qui pratiquent ce qu'on appelle le prix de transfert, ne puissent pas contourner la loi française et éviter de payer ce qu'elles doivent au fisc français. Donc je m'en assurerai, comme je l'ai fait pour Google, comme je l'ai fait pour tous les gens du numérique, je le ferai avec la même fermeté pour McKinsey. Parole. Mathis, pardon, oui, c'est... Non, mais c'est tout ce que j'ai envie de dire. On n'y croit pas une seconde. Vous n'avez pas envie de dire ça. J'ai envie de dire d'abord comment est-ce que le mot optimisation fiscale existe. Je suis désolée, optimiser quelque chose, c'est positif. Optimisation fiscale, c'est positif. Ça veut dire que vous avez le droit. Non mais attendez. Un oxymore. Oui, non mais optimisation fiscale, ça veut dire que vous avez optimisé la fiscalité et vous avez fait ce qui était possible et légalement possible. Je déteste ce mot. Effectivement, on vous le reproche tout le temps. N'importe quel foyer peut être accusé d'optimisation fiscale. Alors, d'abord, ce point est exaspérant. Ensuite de ça, bien sûr qu'il faut faire payer les gens qui devraient payer. On pense aux GAFA, etc. On est entièrement d'accord. Là, il travaille pour l'État, là. Pardon ? McKinsey, il travaille pour l'État. En plus. Mais d'ailleurs, heureusement qu'il y a, entre parenthèses, heureusement qu'il y a des boîtes qui travaillent pour l'État, parce que s'ils se réformaient eux-mêmes, ce serait encore pire qu'aujourd'hui. Mais pas toujours les mêmes. Non, pas toujours les mêmes. Il y a quand même il y a le trustee des cabinets, des grands cabinets qui aujourd'hui... Effectivement, parce que juste pour terminer, du coup, c'est ce dernier chiffre aussi qui est important. Selon le rapport du Sénat, les dépenses de conseil des ministères ont bondi de 379 millions d'euros en 2018 jusqu'à 893 millions d'euros en 2021. Et combien faudra-t-il dépenser pour qu'ils arrivent à réformer la France ? Ouais. Alex Darmon, non, mais c'est honteux, c'est scandaleux, tout ce qu'on veut. Après, moi, ce que je dis tout le temps, faut faire attention parce que quand on est dans un travail, dans toutes les entreprises, toutes les institutions, il y a toujours des conseils extérieurs qui sont nécessaires pour faire avancer cette entreprise ou cette institution. Maintenant, les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure entre 2018 et 2021 s'expliquent sans doute aussi par le Covid, où on a eu affaire à des gens qui n'étaient pas forcément des professionnels de la politique et qui ont été dépassés entre 2019, 2020, enfin 2020, 2021 sur des conseils
de sortie de crise. Mais Axel, pendant toute la Ve République, jusque dans les années 90, il n'y a pas eu de Conseil de l'État. L'État avait sa propre structure intellectuelle de réflexion. Et ça, il faut qu'elle le retrouve. C'est peut-être pour ça que depuis 20 ans, on est planté. Hein. Ça, c'est politique, je dirais. C'est moins administratif que politique. On va marquer une pause, puis on pourra en reparler de ces cabinets de conseil dont on a déjà parlé vendredi. Mais je ne sais pas si vous avez entendu Xavier Bertrand, il parlait de scandale d'État à propos de ces cabinets de conseil. Faire attention parce qu'il a peut-être utilisé lui-même. Allez, on se retrouve dans un instant après le journal. Merci Joseph. Les débats avec vous jusqu'à midi, avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne sur YouTube s'intitule Les Indécis, chaîne de débat politique. Mathis Brasca, étudiant en relations internationales. Et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et co-président d'Opinion Valley. Présidentielle, le sujet en ce moment, c'est l'abstention, vers une abstention record. De nombreux sondages nous apprennent que les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir s'abstenir. On va parler d'Emmanuel Macron qui s'est dit favorable, en tout cas sensible à la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui réunit des dizaines de milliers de personnes à Paris. On va parler de tous ces sujets. On parlera évidemment de l'Ukraine à travers vos coups de cœur et vos coups de gueule. Peut-être Mathis, vous vouliez dire un mot sur ces cabinets conseils et McKinsey, ce qu'évoquait Joseph. Encore une fois, on l'a. Il y a peut-être deux points. Ça veut dire que d'abord, effectivement, c'est scandaleux de voir que des centaines et des centaines de millions d'euros publics servent finalement à faire le travail de la fonction publique, qui est aussi celui de conseiller à l'intérieur. Après, ce que j'avais entendu sur ceux de Radio Vendredi, c'est vrai qu'il faut avoir un regard extérieur, oui, et que c'est pas non plus 100% négatif. L'autre point, c'est peut-être rebondir un petit peu sur l'optimisation fiscale. Avoir les moyens de se payer un avocat fiscaliste pour ne pas participer à la solidarité nationale et ne pas aider l'État avec l'impôt, je ne trouve pas ça forcément positif. Oui, mais enfin, quand vous avez un avocat fiscaliste, c'est que vous avez de l'argent. Oui. Mais si vous n'en avez pas, vous ne faites pas d'évasion fiscale, a priori. Non, on peut en faire de l'optimisation. On sait très bien qu'il y a beaucoup de niches. Bien sûr, et que ces niches-là... Oui. Et voilà, et qu'après, lorsqu'on regarde dans le détail, c'est irréaliste. Et puis, comme je pense que McKinsey est bien organisé, eux, ils doivent internaliser et le fiscaliste doit être en interne. Il doit certainement assez bien vu. Sophie, coup de gueule. On commence avec vous. Oui, j'avais un coup de gueule contre le refus finalement de plus en plus latent et précis de la sélection. Et en particulier du nouveau professeur de Sciences Po. Président de Sciences Po, directeur de Sciences Po, qui est très content de la réforme des admissions, qui favorise l'ouverture sociale et géographique, pourquoi pas, sans brader le niveau, dit-il. Mais les lycées parisiens en particulier se plaignent qu'il y a de moins en moins de leurs élèves qui sont sélectionnés parce qu'ils n'ont pas de très bonnes notes. Pourquoi n'ont-ils pas de très bonnes notes ? Parce que, dit le directeur de Sciences Po, quand même une école d'élite, parce qu'ils notent trop sévèrement. Et c'est quand même stupéfiant qu'il y ait des enfants exceptionnels qui soient à Paris dans des lieux qu'on a choisis, que les parents ont choisis parce qu'ils sont sévères, parce qu'ils notent sévèrement, parce que c'est des lycées, c'est vrai, d'une forme d'élitisme. Eh ben non, ils sont pas pris parce que c'est trop sévère. Vous avez qu'à noter moins sévèrement, dit le patron de Sciences Po. Et je trouve ça très grave. Et avec une petite parenthèse sur Sciences Po, personnellement, quand je vois des étudiants de Sciences Po, j'hésite beaucoup à les recruter. Beaucoup, parce que c'est devenu une espèce de... c'est un lavage de cerveau permanent, Sciences Po, aujourd'hui. Et donc, c'est un vrai problème, et je ne suis pas pour. Alors, bien sûr, je suis pour que les lycées de province, etc. On dit pas province, on dit région, pardon. Et que les lycées aient eu moins d'élèves, etc. Mais je suis pas d'accord. La promotion républicaine, elle existait parfaitement bien il y a une vingtaine d'années même. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution aux échecs dans les études par le refus de la sélection. Eh ben, je suis pas pour. Oui. Vous en pensez quoi, vous qui êtes étudiant, Mathis ? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont à Sciences Po ou qui ont tenté Sciences Po. Ouais. Et effectivement, il y a quand même aujourd'hui encore une sélection au niveau des notes. Et ça n'a pas vraiment à voir avec ce que vous venez de dire. Parce que au niveau des notes, Sciences Po est encore très axé sur les notes. Et il y a des gens qui font des activités formidables à côté, qui ont créé des associations qui parfois, par exemple, s'occupent de distribuer la nourriture pour les étudiants dans le besoin, etc. Bref, ont un pouvoir d'engagement, de leadership, etc., etc.
Sciences Po ne lit pas les CV, Sciences Po ne lit pas les lettres de motivation, il lit surtout les notes des candidatures. Et ça, c'est un petit peu dommageable. On voit, moi j'ai des amis par exemple qui viennent des États-Unis, qui ont fait Harvard, et ils n'avaient pas les meilleures notes. Mais parce qu'ils avaient créé des trucs incroyables, ils ont été pris. Même les grands sportifs, il y a des nuls absolus dans les universités américaines qui sont pris parce qu'ils sont excellents sportifs. Voilà, Sciences Po donne quand même énormément de crédit aux notes et c'est un petit peu vieillot, je pense. Alors, ça n'empêche pas qu'on pourrait donner crédit aux notes et prendre en considération absolument ce que vous dites. Et puis non, mais on parle de Sciences Po, pour être clair avec tout le monde, on parle de Sciences Po Paris ou de Sciences Po Région aussi, justement. Paris. Avec Mathias Vichra, qui est le nouveau président. Voilà, parce que justement, il y a les Sciences Po Région. Alors moi, avec différence, j'engage des gens qui sortent de Sciences Po parce que même région, même Paris, je les trouve formidables. Ils ont une façon de penser qui est différente, certes, c'est vrai, mais ils apportent quand même beaucoup de choses. Ils sont très rapides. Et au-delà de ça, je suis pas d'accord du tout avec vous. Moi, j'ai arrêté de prendre des stagiaires de Sciences Po quand j'étais à LCI parce qu'ils avaient une incapacité à travailler rapidement et à comprendre les choses. C'était impossible. Je parle de mon expérience dans l'écriture parce que moi, je fais des écritures de documentaires et des choses comme ça. Ils ont une force de restitution qui est quand même très forte. Mais bon, au-delà de ça, moi je reste convaincu quand même aujourd'hui pour avoir raté Sciences Po en plus à titre personnel, je reste convaincu aujourd'hui que effectivement les notes sont très importantes, mais vous m'enlèverez pas de l'idée aussi que le lieu géographique de votre école compte énormément. Quand ils reçoivent des dossiers de gens qui viennent de Louis le Grand ou d'Henri IV à Paris, ils les prennent pas. C'est compliqué. Non mais ça fait 2 ans. Hein, c'est très récent. C'est très récent. Allez, on passe à un autre coup de cœur. C'est le vôtre, Alex, Alex Darmon, qui est tout à fait dans l'actualité. Ouais, c'était par rapport aux cérémonies d'hommage hier qui ont eu lieu à Toulouse pour les victimes des attentats de mars 2012. On n'arrive pas à oublier. Hein, ça fait 10 ans et à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois qu'on commémore la disparition de ces personnes, dont je veux dire le nom: Gabriel, Jonathan, Harry Sandler, Myriam Monsonego, mais aussi Mohamed Legouad et Abel Chenouf. Ça fait toujours quelque chose parce que c'est le moment, moi, où je me rappelle, j'ai un peu basculé dans une autre dimension. Et 10 ans après, se dire que finalement, alors oui, on a pris conscience, mais pas grand-chose a changé, très honnêtement. On vit toujours avec des militaires devant les lieux de culte juifs, devant les écoles juives, et je sais de quoi je parle, hein, ça change vraiment des enfants, je peux vous le dire, parce qu'ils vous demandent pourquoi il y a des militaires devant ces écoles, pourquoi il y a des militaires quand ils vont prier le samedi matin. Je me dis que finalement, on n'a toujours pas réussi à faire le deuil de ça et à sortir de cette période qui est terrible, mais en tout cas hier, ce qui était remarquable, c'était cette cérémonie d'hommage 10 ans après, où vous voyez Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande qui sont présents, qui ont des mots pour chacune des victimes. Vous voyez aussi ces proches de ces victimes, et je pense au papa Jonathan Sandler, qui sont d'une dignité incroyable et qui témoignent sans retenue. Et puis on voit le président d'État d'Israël qui vient, parce que c'est important de montrer aussi que finalement dans ce combat contre le terrorisme et l'antisémitisme, tout le monde est présent. Donc voilà, moi c'était mon coup de cœur ce matin, j'avais vraiment envie de penser à eux, parce que je me rappelle, c'était il y a 10 ans, c'était un lundi matin, c'était pareil, on s'était tous levés en allant au travail et on avait entendu à la radio ou dans des écouteurs cet acte horrible, et je pense que ça a changé beaucoup de personnes à ce moment-là. Et en rappelant que Sandrine Rousseau, par exemple, ou d'autres, même Jean-Luc Mélenchon, ont eu du mal à prononcer le mot de terrorisme, d'islamisme. Mais ils ont même eu du mal à l'époque, rappelez-vous, à venir manifester. Mais là récemment, hier en parlant de... Après, elle a été interpellée et elle a dit « je n'ai pas de mal à dire terrorisme islamiste ». Mais voilà, elle a été interpellée parce qu'elle ne parlait que d'antisémitisme. Et il faut rappeler qu'il y a aussi, on pense aux soldats qui n'étaient pas juifs. J'étais pas hier au meeting de Jean-Luc Mélenchon, mais on m'a rapporté qu'effectivement il n'y avait pas eu de mots particuliers à l'égard, parce que c'est un anniversaire triste, mais c'était pile au même moment. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que rien n'a changé au final. Enfin, pas rien, attention, mais que ça n'a pas assez changé dans les mentalités. Et ça prendra du temps, et je ne sais même pas si ça changera pour certaines populations françaises. Jérôme Ripoul. Oui, alors moi je vais essayer d'être optimiste. Un coup de cœur, mais qui vient après 2 coups de semence. 2 coups de semence, c'est quoi? C'est la Covid. Et la démonstration qu'on a eue qu'on n'avait plus d'industrie en France, et aussi l'Ukraine avec le coup de froid sur le marché des céréales et du blé. Et je me dis que le coup de cœur, c'est qu'il faut qu'on sorte des mots réindustrialisation, relocalisation, et qu'on passe aux actes. Et passer aux actes, ça se fait par plusieurs choses. Alors il y a des choses qui sont faites par le gouvernement. C'est pas anodin. C'est aider certaines filières, c'est penser aux filières d'avenir, hydrogène, etc. Mais c'est aussi la formation. Et je pense beaucoup le secteur des ingénieurs. On a des centaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus chaque année.
aujourd'hui en France. Donc ça passe par une revalorisation des études et paradoxalement, on a tellement tapé sur les maths, et moi qui ne suis pas un habit des maths, je les défends aujourd'hui, une formation des ingénieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit réinsuffler des maths, et d'ailleurs c'est un petit peu l'échec de Blanquer, hein, c'est redonner la capacité, notamment aux femmes, à reprendre des études où il y a des mathématiques, une nouvelle mathématique et des études d'ingénieur. Donc mon coup de cœur, c'est de dire que là, c'est un peu la présidentielle, on n'en parle pas beaucoup, mais j'espère qu'après la présidentielle, on va revenir sur cette nécessité de réindustrialiser. Je rappelle un chiffre, 21% du produit intérieur brut est assuré en Allemagne par l'industrie manufacturière, c'est 10% en France. Donc vous avez totalement raison et nous venons de faire au sein d'Éthique, le mouvement que je préside, nous allons faire une grande étude sur la relocalisation avec des industriels, des petits, des grands, etc. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que c'était un peu le sens que je disais en disant la France sans dessus-dessous, c'est qu'on peut indemniser, pas indemniser d'ailleurs, mais financer des filières, etc. Ça n'a pas de sens si pour essayer d'implanter une boîte et une usine, il faut 2 ans en moyenne. Vous ne vous rendez pas compte, en plus on a un souci majeur en industrialisation en ce moment, c'est les lois écolo qui sont, on les comprend très bien, mais il n'y a pas un terrain en région où quelqu'un peut implanter une usine. C'est pas la peine. Les normes sont délirantes. Nous sommes le pire pays pour ça. Et je suis très inquiète d'ailleurs à ce propos parce que dans la campagne électorale, y compris sur le président sortant et futur, je trouve qu'on n'a pas dit un mot sur la réforme de la France, sur la réforme profonde de la France, sur le fait que vous dénoncez dans votre livre. France en dessus. C'est-à-dire sur ces aberrations. Aberrations. Il n'y a pas un mot. Ça continue comme ça. Il faut 10 personnes pour décider de quelque chose à travers 4 ministères interministériels. On n'en a pas dit un mot. On ne réindustrialisera pas. On ne relocalisera pas si on ne prend pas le constat. C'est ce qu'on a fait. Je vous l'enverrai. En disant tout ce qui se passe. Vous avez raison, la formation est très importante. Et l'autre point aussi, c'est peut-être essayer de veiller à la revalorisation des salaires chez les ingénieurs, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en France qui, après avoir fait des études, partent dans des pays anglo-saxons. Sans parler des notamment. ouvriers. Hein. Il y a une vraie fuite aujourd'hui des cerveaux chez les ingénieurs, parce qu'ils savent que les salaires sont beaucoup plus attractifs à l'étranger. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais moi, ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est sur les ingénieurs, mais pareil sur les médecins, sur toutes ces professions-là. Vous savez, moi je parle avec beaucoup de jeunes dans mon travail et quand vous expliquez à des jeunes qu'il faut aller faire des études, qu'il faut aller faire médecine, ingénieur ou quoi, et que de l'autre côté le modèle qu'ils voient c'est sur YouTube, et c'est ce que je fais, YouTube, l'influence, et que quelqu'un qui fait, une nana qui fait un poste, elle prend 30 000 euros pour une semaine de poste, et qu'en parallèle, quand vous dites à un jeune médecin, au début tu vas gagner 2 000 euros par mois, mais par contre tu vas faire 8 ans d'études, quand elle va rien faire, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a en fait un problème d'échelle de mesure dans les métiers et dans les professions qui seront ceux des jeunes demain, et moi je suis très inquiet par rapport à ça, c'est qu'on perd toute relation des choses. Oui, mais est-ce que me disent certains restaurateurs qui sont catastrophés par la hausse, par la hausse du prix des matières premières. C'est-à-dire qu'un restaurateur me disait un morceau de macreuse, qui est un bas morceau qui sert à faire du bœuf braisé, coûtait à l'achat 9 euros, ça a pris 40%. 40%. Donc, et pourquoi? Parce que la farine, je comprends, mais pourquoi? Non, parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs. Et je lui dis, mais enfin, c'est pas du jour au lendemain. Il me dit, non, c'est pas du jour au lendemain. Le Covid, ça a 2 ans. Donc les gens ont commencé à prendre conscience de ce qu'était leur travail, du sens du travail. Et donc, il y a une raréfaction de ces produits-là. Donc, il y a moins de viande sur le marché, il y a moins d'agriculteurs, et donc, ils la payent. Et alors, ça ne va pas s'arranger avec les graines. Hein. Et le départ à la retraite, il y a des dizaines de milliers d'exploitations aujourd'hui pour lesquelles il n'y a pas forcément des repreneurs. Oui, non, mais c'est... Ou ce sont des petits papis de 85 ans qui continuent à s'occuper de leurs bêtes. Ouais, et là, j'ai un auditeur qui m'envoie une nouvelle pas très pénurie de carburant en avril. Les mesures annoncées par l'Agence internationale de l'énergie, donc, qui disent que ce que craint donc cette très sérieuse agence qui fait autorité, qui préconise 10 mesures choc pour faire face dès maintenant: télétravail, vitesse limitée, journée sans voiture, transport en commun chamboulé. Voilà à quoi pourrait ressembler notre quotidien dans quelques semaines, puisqu'on arrive, comme la plupart des pays occidentaux, vers une pénurie de pétrole à cause de la guerre en Russie, en Ukraine, et avec une pénurie qui s'annonce. On revient dans un instant et on va parler de l'Ukraine avec vous, Mathis Brasca, dans un instant. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi pour les débats. On va parler de l'abstention qui pourrait être record lors de l'élection présidentielle
présidentielle. Mathis Brasca, vous aviez un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur un peu particulier. En fait, ça va parler d'Ukraine. Donc, en Ukraine, on sait que le chiffre hallucinant, très récemment, des 10 millions de déplacés vient d'être atteint. Ouais. Et je vais vous parler d'Olexander Kamyshin. Alors, son nom, il vous dit probablement rien. Cet homme de 37 ans est pourtant central dans la gestion de la crise de l'Ukraine depuis l'invasion russe. En effet, cet homme, c'est le président du réseau ferroviaire ukrainien, qui est le 3e d'Europe, avec 27 000 km, 23 000 km de rails. Et depuis le début de la guerre, il faut savoir que 2,5 millions d'Ukrainiens ont pris le train. Et que ce soit, par exemple, pour fuir le pays, pour fuir des villes, pour retrouver la famille, chaque gare est en fait une porte vers la survie. On a vu d'ailleurs ces vidéos terribles à Kiev, où on a des familles qui attendent entassées pour prendre le train. Et c'est le travail donc de cet homme. Ouais. Alors, plus que jamais, ce travail, il est essentiel parce qu'il y a des destructions, notamment de voies, et aussi des bombardements de gares, notamment dans l'est du pays. Et c'est aussi un travail essentiel pour la survie économique de l'Ukraine, parce que les trains transportent des tonnes de marchandises et d'aides actuellement, parce que la plupart des ports, en fait, ont fermé. Donc, le rôle d'Olexander Kamyshin, qui a eu un petit portrait en fait dans BBC, c'est comme ça que je l'ai découvert. Il est capital dans cette guerre et il l'expose à toutes les menaces. En Ukraine, 33 cheminots ont déjà été assassinés. Et il est devenu, il le dit lui-même, une cible. Il doit sans cesse bouger, on ne sait jamais où il est dans l'Ukraine. Il travaille caché et il est protégé en permanence par des gardes du corps. Donc voilà, en fait, c'est un nom qui est un peu un visage pour tous les Ukrainiens de courage, de résistance dans cette guerre terrible qu'a fait la Russie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées, mais là au moins il a pu faire évacuer effectivement pas mal de personnes. Et il continue en cachette, entre guillemets, à faire ça. Alors, la présidentielle. Transition. 71% des Français ont l'intention d'aller voter. Je ne comprends pas la différence entre ce chiffre et vous me dites l'abstention va être massive. 30%, c'est colossal. 9%, c'est 25 au maximum. Selon le Rolling, c'est 31%. En 2017, c'était 22%. C'est colossal. Le record d'une présidentielle, c'est le premier tour de 2002. C'est 28,3%. Je rectifie, c'est le deuxième tour des élections de 69, en fait. Ouais. Où il y avait Pompidou face à Poher, c'est ça ? Oui. Voilà. Où il y a eu plus de 30%, mais là, ça serait exceptionnel. C'est un niveau d'abstention exceptionnel. Moi, j'ai du mal à y croire quand même. C'est la question qu'on peut se poser. Regardez ce qui s'est passé au régional. C'est pas la même élection. C'est pas la même élection, mais on sent une certaine désespérance quand même chez les Français qui se disent à quoi bon voter. Surtout si c'est les deux mêmes, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Pour moi, c'est pas encore gagné que ce soit les deux mêmes, parce que quand vous voyez, alors je crois qu'on va en parler plus tard, hier, Mélenchon dans la rue, je pense que Mélenchon il est en train de revenir, je dis pas qu'il sera au second tour, mais c'est pas joué du coup, parce que je pense qu'il est en train de mobiliser. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on est en train de rentrer dans la dernière ligne droite de cette élection, et il va forcément y avoir à un moment donné une prise de conscience, une envie de parler de politique de la part des Français, d'une façon ou d'une autre, j'ose espérer. Donc 30%, 31% d'abstention, c'est quand même énorme pour une élection présidentielle. Je dis pas que l'abstention sera absente, je pense qu'elle sera peut-être un peu plus forte que d'habitude, mais en tout cas elle sera pas assez, je pense, en tout cas à ce niveau-là. Oui, Mathis Brasca. Alors, je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a une dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon. Après, il ne faut pas oublier que si aujourd'hui il est au même niveau qu'en 2017 dans les sondages, l'élection, elle est beaucoup plus tôt. Et que déjà la porte avait été compliquée. Alors, le niveau, il est plus bas, etc. C'est un petit peu sa stratégie de la tortue. Il pense qu'il va y aller, Mais je sais pas, moi je suis un petit peu dubitatif. Je pense que l'arrivée aussi de Fabien Roussel ne va vraiment pas l'aider, parce qu'il a passé 5 ans à expliquer que le vote utile ça servait à rien. Donc les gens de gauche qui veulent pas voter pour Jean-Luc Mélenchon, du coup ils vont pas voter utile aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est clair de dire que la place au second tour, elle n'est pas vraiment acquise. Le premier tour, Emmanuel Macron, sauf scandale extraordinaire, sauf assassinat, sauf je ne sais quoi, c'est gagné. Assassinat, déjà on le fait sauter, ça j'ai trouvé ça très choquant. Je suis d'accord. J'ai vu l'image. Je voulais en faire Mélenchon, on a mis un pantin qui avait la tête de Macron. Oui, enfin la tête avec le nez crochu. C'est quand même très bizarre. Sauter, puis ils l'ont fait sauter, c'est retombé par terre. On a vu s'écraser, puis ils l'ont repris. Je veux dire que franchement, qui ça a été, c'est l'image de faire sauter comme ça un homme politique, de le voir se retrouver par terre, et puis le visage, effectivement, beaucoup de gens ont remarqué l'accentuation d'un nez crochu. Il aurait tout intérêt à réagir contre ça.
Oui, il a une ambiguïté qu'il entretient tous les jours, savamment, sur la Russie. Non, franchement, moi, Mélenchon, c'est là où. Avec un talent qu'il faut quand même reconnaître, il a un incroyable talent. Mais là, on parlait quand même de l'abstention. On va reparler de Mélenchon, mais cette abstention qui inquiète quand même et qu'on retrouve chez tous les instituts de sondage. Oui, alors une abstention quand même qui a des quand on la regarde est quand même plus intéressante à voir parce que elle est très forte chez les jeunes. Absolument. Le Cevipof ceux qui iront voter sont les plus âgés. Et c'est quand même l'effet gérontocratie, c'est-à-dire qu'en clair, ceux qui aujourd'hui, ce sont les vieux qui votent, plus de 80% des plus de 70 ans. Donc là, ça pose la question et des classes populaires qui vont pas voter. Exactement, qui vont pas voter. Mais pour eux, c'est le scénario semble écrit, mais je suis d'accord avec vous, il est peut-être pas écrit à l'avance. Donc à quoi bon aller voter? Et il y a des gens qui effectivement, j'entends dans mon entourage ce côté, finalement, si c'est ça. Oui, puis qui n'ont pas envie de voter contre, qui n'ont pas de mobilisation, pas de. Et puis il y a quand même la guerre. On se dit après tout, c'est peut-être le moins pire s'il est élu. Mais c'est là que je trouve qu'il y a une vraie faute grave de Macron, c'est de refuser toute confrontation en ce moment. Alors je dis pas qu'il faille aller à la téloge faire du cinéma avec tout le monde qui est contre lui et tout le monde qui va l'agresser sur le même sujet. Mais moi-même, je veux dire que c'était plutôt pas défavorable à Macron en tout cas. Je commence à pas du tout aimer qu'il n'y ait pas cette confrontation et à ne pas comprendre ce qu'il veut annoncer et tout. Quant ce qu'il a fait passer comme programme après 4 heures de télé, je veux dire, il faut franchement... d'abord, quand je comprends pas du tout, je me dis qu'il n'y a pas grand monde non plus qui comprenne parce que je suis un peu dans cet univers. Et je ne comprends pas ça. Quand vous comprenez pas quoi, excusez-moi, le programme oui, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans le programme. Et je dis que quand c'est pas compréhensible dans les termes, c'est inquiétant. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, c'est ça ? Non, mais moi, je suis pas sûr que le fait qu'il aille pas débattre au premier tour fasse monter l'abstention. Franchement, moi, ça m'est complètement égal. Je suis pas sûr non plus, mais ça finit par être très agaçant. Ça quand même, ça tue toute confrontation. C'est-à-dire, ce qui plaît aux Français, c'est t'as des idées, confronte-les aux autres. Et c'est vrai que là, ce que dit Sophie est un peu vrai. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Larcher. Et si Macron est élu sans qu'il y ait de débat, mais il y aura un débat. Il y aura un débat. Alex, le problème, c'est qu'il aura lieu après. Comme il a lieu aujourd'hui pour Hidalgo. Je veux dire, aujourd'hui, Hidalgo se paie son tour des municipales qu'elle n'a pas eu à Paris. Oui, et ça, c'est la leçon. C'est-à-dire, en clair, Hidalgo, elle se paye. Excusez-moi, mais pendant le municipal à Paris, il y a eu des débats. Il y en a eu plein. Mais si, il y en a eu plein à la télévision. Vous avez eu des qui n'ont servi strictement à rien d'ailleurs. Il y a eu un problème de contexte. Alors, Hidalgo, pour le coup, elle a été élue avec une très forte abstention. Mais il y a eu le Covid. Donc ça a tué le débat. Là, aujourd'hui, honnêtement, quand vous écoutez le président de la République Emmanuel Macron, il faut juste faire preuve d'objectivité. Quand vous écoutez le président de la République Emmanuel Macron qui dit que jamais avant lui les candidats à leur propre réélection n'ont été débattre avec des candidats à l'élection présidentielle, ça se tient. Après qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Moi, j'avoue que honnêtement, avoir un débat avec 12 personnes qui seraient autour du président de la République, qui diraient ce que vous avez fait, c'est pas bien, c'est pas bien. Et il aurait 6 minutes. Il aurait 6 minutes pour se justifier à chaque point. Franchement, ça ne servirait à rien. Ils ont proposé l'autre solution, je suis désolé, l'émission qui a été faite l'année dernière sur TF1, elle était très bien. Ils défilent les uns derrière les autres. Non, c'était un couloir. Après, voilà. C'est chacun son avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que honnêtement, le fait qu'il y ait une abstention très forte, mais ils sont en campagne depuis le mois de septembre, les autres candidats. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. Ils n'ont pas réussi à sortir leur épingle du jeu. Leur niveau est catastrophique. Il y a eu l'effet blast de Zemmour qui a complètement dynamité la première partie de la campagne. Et ça, ce qui est... Bon, voilà, donc elle n'a pas pu... On marque une pause, on continue. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Xavier nous dit bonjour, pourquoi voulez-vous que nous allions voter quand toutes les décisions sont prises par l'Europe? Moi, je n'irai pas voter. Non, mais dis-moi, je n'ai aucun candidat qui me représente. On a bien vu pendant le Covid qu'il y avait des décisions prises au niveau étatique. Excusez-moi, dans les entreprises, c'est pas pris par l'Europe, les décisions qui nous cassent les pieds. On se retrouve dans un instant. Vous, sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, donc abstention, et puis des sondages qui donnent donc Jean-Luc Mélenchon, qui est dans une dynamique de croissance, et donc hier, il a rassemblé près de 100 000 personnes, place de la République. C'est vrai qu'il est l'un des seuls à pouvoir rassembler autant de monde. En tout cas, c'est l'un des seuls à essayer. Ça,
Ça, c'est déjà une première chose. Il va y avoir Zemmour la semaine prochaine au Trocadéro, on verra. Mais c'est vrai que 100 000 personnes, François Fillon avait fait pareil en 2017 à la place du Trocadéro. Rappelez-vous, en 2012, François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient fait de même. Après, il fait un peu moins qu'en 2017, hier, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, moi, je pense que c'est une démonstration de force, si c'est la question, parce que c'est la première de la campagne, la vraie première de la campagne, et que je pense que ça va marquer les esprits. Et on se demande, est-ce qu'il peut être au second tour, est-ce qu'il peut pas être au second tour? Il y a une grande différence pour moi avec 2017. Il peut y être parce que le ticket d'entrée est beaucoup plus bas qu'en 2017. Il est beaucoup plus bas. Donc s'il est à 15-16%, en résultat de suffrage au premier tour, à la fin du premier tour, il pourra potentiellement être au second tour si Marine Le Pen est dans les mêmes résultats. Si, alors Pécresse s'est écroulée, donc je ne sais pas si elle va prendre des voix à qui que ce soit, mais en tout cas Zemmour sera quand même un peu haut. Donc bref, ça redistribue vraiment les cartes. Et il y a autre chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours été très bas en janvier et il a toujours terminé très haut au mois d'avril, à chaque fois. Que ce soit en 2012, il était à 7%, il a terminé à 13%. En 2017, il était à 10%, il a fini à 18%. Donc il y a quand même un coup à jouer pour lui, et moi je suis pas sûr de moi quand je dis qu'il sera pas au second tour. D'ailleurs je le dis pas. Mathis, moi je le dis. Mathis Brasca, non, c'est. Je suis d'accord avec l'analyse actuelle. Il faudrait juste qu'il n'y ait pas une mauvaise polémique à la Jean-Luc Mélenchon qui sorte d'un coup, du style petit pétage de câble devant les caméras. Et je pense que c'est aussi la crainte aujourd'hui des quelques gens qui sont pas partis mais qui sont encore sur place en espérant que c'était qu'un petit dérapage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La République, c'est moi, et là, c'est quoi là cette fois-ci? Il y en a plein. Il y en a plein. Il a voulu frapper un mec au mois de juillet dernier. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de dérapage. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il parle plus. Alors récemment, il a parlé sur l'Ukraine et moi j'étais un petit peu embêté. C'est-à-dire qu'on lui a demandé qu'est-ce que vous c'était les grandes gueules. Si jamais vous étiez, il y avait une invasion de la France, etc. Et il répond, la réponse sera foudroyante et cruelle. Et là, d'un seul coup, on se dit mais de quoi il parle? Ça ressemble à du Biden, hein. Mais foudroyante et cruelle, moi je trouve que ça ressemble plus à du Poutine. Oui, alors je suis désolée, on met un mec comme ça. J'ai pas envie de comparer parce que ça n'a rien à voir, c'est sûr. Non mais je dis du Biden, c'est dangereux. Le foudroyant, c'est la bombe nucléaire. Oui, absolument. C'est une allusion à la bombe nucléaire et surtout qu'est-ce que vient faire la cruauté dans une réponse militaire? On n'est pas cruel. Mais aujourd'hui, tous les candidats de gauche dépassent peu les 5%. Il n'a pas de réservoir. Donc non, mais il y a aussi un vote qui peut se reporter sur lui. Oui, sur un vote de gauche. Je crois que la gauche ne se retrouve pas dans Mélenchon. De vote utile. Il peut y avoir un vote utile sur Mélenchon. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'on lit. C'est-à-dire de personnes qui auraient reporté leur vote, qui passeraient de Jadot car Jadot est bas et Hidalgo aussi. Donc effectivement, ça pourrait expliquer qu'il se retrouve. Oui, ça pourrait expliquer qu'il soit effectivement à l'issue du premier tour dans une très bonne situation. Cela étant, et c'est là où je pense que son discours était intéressant d'hier, c'est qu'il fait appel aux abstentionnistes. Le meeting, c'est pas le PO électoral, c'est pas parce que vous réunissez 100 000 personnes que vous allez gagner dans les urnes. Donc ce qu'il a bien compris, c'est que le réservoir de voix était chez les abstentionnistes, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui disent c'est pas la peine que je me bouge, j'irai dimanche des élections, je resterai chez moi et j'irai pas voter. Et ceux-là, il a intérêt à les mobiliser. Et effectivement, c'est l'électorat de gauche, c'est-à-dire qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans les sondages. Mais c'est aussi parce qu'il court après les abstentionnistes qu'il essaye d'être très précautionneux sur certaines polémiques. Il faut être beaucoup plus soft, ça c'est sûr. Après, en général, sur l'Ukraine. Surtout sur l'Ukraine, sur des questions de laïcité, etc. Après, en général, j'ai envie de dire que cette campagne présidentielle, c'est peut-être finalement un enterrement collectif de tous les grands partis. Les partis socialistes est mort. Les Républicains, il y a l'ancrage territorial, mais sinon avec Valérie Pécresse quand même, elle est en train de creuser sa propre tombe. Et Jean-Luc Mélenchon, s'il n'est pas élu, ça serait une terrible guerre des chefs après. Et on verra ce qui se construira. Avec peut-être d'ailleurs le Parti communiste français qui revient. Mais il n'est pas socialiste, il est révolutionnaire. Non mais au-delà de ça, moi j'entends ce qui est dit, c'est très intéressant sur le fait que c'est un enterrement collectif. C'est le bon terme, honnêtement. Maintenant, il y a quand même une chose qui va se redéfinir après. Aujourd'hui, vous avez deux partis aux extrêmes, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, c'est la France Insoumise et le Rassemblement National, d'accord ? C'est les seuls partis qui ont réussi leur transition. C'est-à-dire que demain,
si Marine Le Pen perd et qu'elle sort, ou que Jean-Luc Mélenchon perd et qu'il sort, vous aurez une suite derrière sur des gens, avec des jeunes qui soient à la France Insoumise, Adrien Quatennens, Mathilde Panot. Et des législatives. Et des législatives. Et j'ai oublié non. Et puis à droite, à extrême droite, avec Jordan Bardella, avec des jeunes qui se disent eux-mêmes jamais d'extrême. Hugo Bernalice, peut-être, c'est ça que tu... Ouais, justement, ils se disent jamais d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et donc, ils vont redessiner la carte politique demain. Donc, pour moi, j'ai pas peur pour ces partis d'extrême qui se renouvelleront. En revanche, sur LR, je suis d'accord avec vous. Et sur le Parti Socialiste, c'est pour moi terminé. Les législatives ne les sauvera pas, même si... Anne Hidalgo, en plus, elle risque de plomber financièrement le Parti Socialiste. Et elle ne se retirera pas. Moi, j'ai parlé avec elle la semaine dernière parce qu'on l'a interviewée. Elle ne veut pas se retirer. Et ces partis-là, comme Yannick Jadot, ne se retireront pas. Et à gauche, le Parti Socialiste. Ils veulent pas se retirer. Ils ne veulent pas laisser Jean-Luc Mélenchon gagner. Voilà. Ce n'est pas les mêmes gauches. Ils ne sont pas de gauche, comme vous l'avez dit. Jean-Luc Mélenchon, pour eux, n'est pas de gauche. Et pour Jean-Luc Mélenchon, Hidalgo ou Yannick Jadot ne sont pas de gauche. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une explosion en plein vol de ce côté-là. Enfin, ce que vous dites est intéressant parce que Anne Hidalgo aurait peut-être dû tirer les conclusions de sa situation. C'est-à-dire que là, elle a mis Jadot, qui pour le coup avait joué le jeu de la gauche en 2017, dans une situation intenable. Et aujourd'hui, elle lui a enlevé toute possibilité sur la question de la gauche, quand même, j'ai envie de croire qu'il y aura un rôle honnêtement au niveau du PCF. Ils vont peut-être se renommer, etc. Parce qu'ils ont cet ancrage territorial. Du quoi, du PCF ? Du PCF, oui, parce que quand on regarde historiquement, il y a une sorte de vase communicant. Quand le PS est fort, le Parti Socialiste est faible. Quand le PCF est faible, le Parti Socialiste, en fait, les gens, ils fuient de gauche, entre guillemets, du PCF au Parti Socialiste en permanence. Et ils vont sûrement se renommer, etc. On voit qu'ils commencent à avoir des bons éléments à gauche qui parlent, comme Fabien Roussel, qui sont des gens qui sont bons en campagne. Mais oui, mais eux-mêmes ne sont pas vraiment communistes. Bah oui, mais enfin quand même, c'est embêtant, Parti communiste. Ils ont une structure, ils ont des militants dans toutes les villes de France. Ils ont quelque chose qui, avec des gens du Parti Socialiste qui seront toujours là parce que les gens vont pas mourir avec le parti, et avec des gens qui sont comme Adrien Quatennens, etc. Moi, je crois qu'ils vont s'organiser après. Moi, je vous trouve optimiste. Pour le Parti Socialiste et pour le Parti communiste français, effectivement, il y a des gens qui parlent bien. Enfin, une personne, c'est Fabien Roussel au Parti communiste. Et après, au Parti Socialiste... Laurent, c'est pas... Non, puis c'est parce qu'il est sympathique et qu'il a dit qu'il aimait le fromage. Il a des bonnes idées. Il a des bonnes idées. Je trouve qu'il est cohérent dans sa pensée, structuré. Il ne faut pas l'entendre parler sur la Chine, parce que là, tout de suite, il devient moins sympathique. Mais ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, Fabien Roussel, Adrien Quatennens ou des gens comme Hugo Bernalicis, ils votent utile en soutenant Mélenchon, parce que ce sont des gens qui sont, à mon avis, pas vraiment contre le nucléaire personnellement. C'est une spéculation, et ce sont des gens qui aussi ne sont pas ambigus sur les questions de laïcité, etc. Oui, alors ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Moi, je parle de ces deux-là. Je parle de ces deux-là. Parce que Mathilde Panot, excusez-moi, mais elle est pas ambiguë sur la question de laïcité. C'est parce qu'il y a deux lignes à la France Insoumise, et quand ça va péter, ça va être la guerre. Ça, je suis d'accord avec toi. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler proportionnel et puis d'une petite phrase de Christophe Castaner ce matin qui, je crois, va vous faire réagir. À tout de suite. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Un auditeur me dit: j'entends que les abstentionnistes ne vont pas voter car personne ne les intéresse. Il y a pourtant 12 candidats et les votes blancs à leur disposition. J'en conclus que c'est soit une bande de fainéants ou qui ne savent même pas qu'il y a une élection. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Il y a beaucoup de choix. Le vote blanc n'est pas comptabilisé. Il y a les animaux, la liste animalière. Mais elle n'est pas candidate. Elle n'est pas candidate. Elle n'a pas ses signatures. C'était pour législative. Oui, elle n'a pas ses signatures. Donc, mais c'est vrai que ce truc de dire on nous vole l'élection, etc. Allez voter. Vous avez quand même un éventail. Alors le problème, c'est qu'on comptabilise les votes blancs, mais ils comptent pas. Il faudrait qu'ils comptent. C'est ça. Il faudrait les comptabiliser. Mais moi, j'entends beaucoup de gens me dire je vais voter. Je ne veux pas de Macron, donc je vais voter contre lui. Ça, c'est l'histoire des élections présidentielles. Oui. Honnêtement, ça a toujours été le cas. Vous votez toujours contre, et c'est normal. Sauf Sarkozy. Même Sarkozy en 2012, les gens ont voté contre Sarkozy. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas adhérer 100% à un programme. Il faut expliquer ça aux gens. Vous ne pouvez pas être en accord parfait avec un candidat. Ou alors, ce que je dis tout le temps, présentez-vous. Et puis vous voterez pour vous, si vous y arrivez. Mais après, c'est le moins pire. Oui, mais alors peut-être qu'au premier tour, on va être surpris. Il y aura peut-être plus de votes au premier tour qu'il y en aura au second, ce qui serait intéressant. Parce que là, vous avez un menu
et qu'on peut se dire tiens, je vais voter pour un tel, ça va, pour montrer que, etc. C'était le cas en 2017. Hein. Il y a eu plus d'abstention au deuxième tour qu'au premier tour. Ah oui. Ouais. Oui, mais c'est très intéressant. Et puis avec la guerre en Ukraine, sûrement beaucoup de Français sont pour la continuité parce qu'ils ont peur d'un grand changement et d'une insécurité qui en découlerait. C'est ce que tous les gens disent quand ils en parlent. Alors mon auditeur qui me disait je ne veux pas voter, je n'irai pas voter, etc. Il me dit non, il n'y a pas tant de choix, j'ai toujours voté à gauche. Aujourd'hui, entre Hidalgo et Mélenchon, wokiste, je n'ai pas de choix possible. Yannick Jadot. Donc, Yannick Jadot, il est pas. Il est vert. Les verts, c'est spécial. Et Jadot d'ailleurs a raté son positionnement à gauche. Il a raté sa campagne. Mais encore une fois, c'est les verts qui mettent des bâtons dans les roues partout. Sandrine Rousseau l'a bien aidé, c'est vrai. Oui, vraiment formidable. Alors, Macron donc a plaidé à titre personnel pour l'instauration d'un scrutin proportionnel à l'Assemblée nationale. Ça serait logique. Oui. C'est sa promesse de 2017, on l'a quand même pas oublié. Alors dans le top. Alors ce que je comprends pas, pardon, dans la formulation, c'est il dit à titre personnel, mais il ne l'inscrit pas dans son projet. Donc ça veut dire quoi? C'est le candidat, l'individu. C'est de la démagogie. Une subtilité. Là, il faudrait être un spécialiste de la lecture de la psychologie macronienne pour savoir ça, mais c'est du macronisme. C'est à titre personnel. C'est du en même temps. Bah oui. C'est pas à titre personnel qu'il est candidat. C'est donc pour présenter une. Au cas où, votez pour moi. Au cas où. Ce qu'il faut noter, c'est que la proportionnelle, c'est quand même la tarte à la crème. 2007, Sarkozy nous la propose. 2012, Hollande la reprend. Et 2017, Macron s'en fait le chantre. Alors, il faut reconnaître qu'il avait commencé à faire une loi sur la réforme des institutions qui passe à l'Assemblée, mais il y a l'affaire Benalla. Derrière, il y a les Gilets jaunes, le grand débat. Et puis 2018, ils disent, écoutez, c'est bon, on laisse tomber. Et donc, effectivement, la réforme ne se fait pas. On peut supposer qu'ils avaient un tant soit peu l'idée de le faire, avec quand même l'obstacle du Sénat. Mais la reproposer aujourd'hui, c'est peut-être aussi cette façon de dire, par rapport à Valérie. C'est la seule solution aujourd'hui. C'est peut-être aussi une façon de dire, je l'ai proposé en 2017, aujourd'hui j'y suis favorable à titre personnel, il faudra quand même que l'Assemblée et le Parlement en général l'approuvent. Mais c'est même pas le sujet. Le sujet est que, d'ailleurs il en a très peur, Macron, c'est qu'au moment des législatives, il y ait un éparpillement façon puzzle de l'Assemblée nationale. Et qu'on est quand même dans des situations qui sont très graves. On voit deux pandémies en grève et que finalement le groupe d'Union nationale, ce serait pas idiot, ça va un peu réconcilier les Français. Et moi je trouve que c'est la seule et unique sortie qu'il ait, c'est de le faire illico. Moi, j'ai du mal avec il le fera pas, visiblement. Non, moi j'ai du mal avec la proportionnelle parce que j'entends depuis que je suis né qu'on va faire de la proportionnelle. Parce que vous êtes remonté jusqu'à Nicolas Sarkozy, mais Mitterrand en avait déjà parlé. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'ai appris. Il l'a fait. En 86, n'oublions pas. Il y a un peu de FN. Il a dit qu'il irait encore plus loin. Et c'est vrai que j'entends ça depuis que je suis tout petit. Donc j'ai un peu du mal. Le problème là-dessus, c'est que c'est du macronisme 100%. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Oublions ça. Oublions le côté politique. C'est peut-être une bonne idée, mais c'est peut-être que si c'est pas clair en fait, c'est comme toujours avec Macron. Si c'est pas clair, non, les Français sont éparpillés. Mais à quelle dose vous la faites la proportionnelle? Alors, Alex, on connaît aujourd'hui les conseils régionaux sont dirigés avec une majorité qui est élue au scrutin proportionnel avec une prime majoritaire. C'est-à-dire qu'en clair, vous faites au régional 33%. Du corps électoral et vous avez la majorité. Donc je veux dire, ça marche. On n'entend pas parler de conseils régionaux qui sont. Donc ça pourrait très bien fonctionner. Ça peut marcher. Le problème aujourd'hui, c'est que Macron l'annonce pas. Macron l'annonce pas. Et la deuxième chose, c'est que vous parlez de conseils régionaux, mais ok, vous avez la majorité, mais il y a un président de la République là aujourd'hui au-dessus de nos institutions. Donc ça veut dire que s'il y a de la proportionnelle et que vous passez à 33%, comme vous le dites, il y a de la cohabitation et ça le bloque. Mais il y a cohabitation de fait. Non mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura cohabitation de fait. Donc c'est pour ça que je parle de quel dosage vous le faites. À quel niveau? Mais il est facile à faire. Si on met 33 pour les régionales, on met 40. Si on a un parti, on le descend à 30 ou à 25. Si à 25%, il y a qu'un parti qui réunit pas 25% des députés, il y a un problème, c'est inquiétant. Je suis d'accord. Mais après, au-delà de ça, là, c'est très très flou. Il y en a il y a des bruits qui courent comme quoi il va dissoudre l'Assemblée nationale juste après son élection présidentielle. C'est un bruit qui est assez sérieux, qui est insistant. Et donc ça voudrait dire qu'on aurait une campagne éclair en 3 semaines pour les législatives. Donc je veux dire, c'est bien de dire on va faire de la proportionnelle, mais ça sera pas pour lui, ça sera pour le prochain. Donc autant vous dire, quand c'est pour le prochain, on le fait jamais. Voilà, c'est le prochain qui le fera peut-être. Pourtant, je trouve que c'est la seule solution pour lui pour pas avoir des échauffourées en France.
C'est une loi, alors que si je me remets en première, c'est une loi organique. Donc c'est une loi qui exige que les deux assemblées, donc Sénat et Assemblée nationale, votent conformément. Donc si au Sénat, il y a un Larcher qui fait de la résistance, mais bon. C'est beau, Larcher fait de la résistance, le titre. Est-ce qu'il serait bien possible, quand on connaît les relations entre Gérard Larcher et le président de la République, le président de la République, on comprend. Mais peut-être serait-il difficile pour lui de refuser une réforme sur la proportionnelle. Pourquoi vous parlez d'échauffourée, Sophie? Vous pensez que si Macron est élu, oui, parce que la France va redescendre dans la rue? Je pense. Je pense que les gilets jaunes sont là. Je pense que les gens sont insatisfaits, qu'ils n'auront pas eu cette espèce de débat. On le fait sauter sur un trampoline, bon d'accord, mais ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. On sait qu'il y a une France anti-macroniste. S'ils passent, ils disent c'est à cause de la guerre. Je suis convaincue qu'il va avoir des problèmes majeurs après. Le grand débat n'est pas suffisant et il y a un risque politique aujourd'hui pour Macron s'il fait rien. Il doit trouver une issue pour canaliser la colère. Alors ce matin, Christophe Castaner était l'invité de nos confrères de BFM et il a évoqué le RSA. Écoutez ce qu'il en disait. Moi, je ne considère pas que les gens qui sont RSA ne veulent que l'allocation. Je pense qu'ils veulent s'insérer et qu'ils veulent pouvoir travailler. Nous avons une perspective extraordinaire par rapport à notre histoire de ces 30 dernières années, c'est celle du plein emploi. Parce qu'on a déjà fait la moitié du chemin. On peut l'atteindre. Et donc, offrir à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi et qui sont RSA la possibilité d'aller vers l'emploi, je peux vous le dire, c'est une mesure de justice, c'est une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure essentielle. C'est de cela dont on parle et je refuse de tomber dans le mauvais procès, dans la caricature. Aider quelqu'un, l'accompagner vers l'insertion, c'est toujours mieux que de lui donner une allocation. L'allocation, c'est la réponse des lâches. Je vous le dis, c'est juste dire, voilà, prenez un peu d'argent. Ben non, on préfère accompagner. Ça veut dire quoi, accompagner? D'abord, ça lui va bien. Accompagner qui va accompagner? On va recruter encore d'autres gens. On va les mettre où? Les mettre où? Ils accompagnent où? Tous les deux chefs d'entreprise. Il faut voir, les gens qu'il y a. En plus, c'est d'autant plus ridicule qu'en ce moment, les entreprises ont un mal de chien à recruter. Il n'y a même plus de stagiaires. Je veux dire que très difficile, mais vraiment très difficile. Donc on nous balade entre le fait qu'on est presque, que le chômage ça va merveilleusement bien, qu'on est presque en plein emploi, que non, on va y aller. Enfin, c'est ridicule. Dieu sait si je ne peux pas être partisane des allocations et des subventions permanentes, mais il y a une catégorie de gens, les accompagner vers l'emploi, c'est du politiquement correct comme langage. Évidemment qu'on a envie de les accompagner vers l'emploi. Mais ce mot de lâche interpelle. Ça n'a pas de sens. Non? Ouais. Non, mais c'est du macronisme en fait. On veut choquer. Non, mais si, mais on veut choquer. Quelque chose de. Non mais on veut choquer. On veut choquer par les mots sans comprendre vraiment ce qu'on raconte en fait. Oui, parce que soit dit en passant, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment le discours avant, c'est de la guimauve. Ouais, voilà. Etc. Et puis à un moment, on balance les lâches. On ne sait pas qui ça s'adresse d'ailleurs. Parce que, soit dit en passant, Christophe Castaner et Hidalgo lui a rappelé, mais il avait lui-même rappelé, il a été membre d'une majorité qui a défendu le RSA. Bon, donc. Non, mais moi en plus, on parlait vendredi sur cette antenne de est-ce que c'est un programme de droite, un programme pas de droite chez Emmanuel Macron? Bah bon, c'est un programme de droite. Moi, ce que je dis simplement, programme de droite, vous l'assumez. Aujourd'hui, il commence à l'assumer. Quel est le programme de gauche alors? Non, mais ça, je sais pas. Moi, peut-être j'en sais, je suis pas là pour ça. Je veux dire, poser la question, c'est déjà y répondre. C'est un programme de droite. Voilà, c'est un programme de droite sur le RSA, le conditionner à un accompagnement d'une profession ou d'une activité. Bon, bah c'est de la droite et il faut l'assumer. En revanche, dire que ce qui fait le fondement de notre pays, la France, donner des allocations, chômage, sécurité sociale, RSA, un minimum de revenus pour les gens qui doivent vivre décemment, que ce système-là, c'est de la lâcheté. Oui, c'est nul, ça. Mais ça, c'est gênant. Ça, c'est quand même très grave de dire ce genre de choses. Donc moi, je crois sous-entend que ce sont des feignants qui oui, parce que c'est ça, parce que en visant ceux qui soutiennent effectivement les allocations, il attaque un petit peu ceux qui les reçoivent. Ça me semble-t-il. J'avais pas compris ça, mais en plus. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a derrière ça, il y a quand même cette. Et c'est là où c'est assez macronien, c'est-à-dire attaquer et toucher une autre cible que celle qui est visée de prime abord. Oui, ceux qui sont visés sont ceux qui ont le RSA, qui sous-entendu ne feraient pas les efforts suffisants pour trouver du travail. Ce qui n'est pas faux non plus de temps en temps. Non, mais là, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est une forme de macronisme cheap qu'on nous a sorti. Ça veut dire une phrase qui ne veut rien dire, qui lance un mauvais débat et qui, finalement, ne rend pas service, et d'abord aux gens qui aujourd'hui bénéficient le RSA, qui sont souvent dans des situations, on va dire, d'insécurité, et qui se retrouvent avec ce truc qui arrive comme ça, qu'ils ne comprennent pas.
Franchement, c'est bas, ça règle pas le problème. Après, est-ce qu'il faut créer de l'accompagnement? Mais ça serait génial qu'il y ait de l'accompagnement, de réinsertion et tout. C'est vrai que toucher de l'argent, c'est très bien. C'est une devise, on va dire, de la France, ce soutien de la part de l'État. Moi, je me considère pas du tout comme macroniste. Je me considère même pas comme droite ou gauche, je ne sais quoi. Mais je comprends que aujourd'hui. C'est le début du macronisme, hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je me rattache à aucune étiquette quand je dis ça. Oui. Et que, oui, mais à que quoi, je comprends. C'est intéressant parce que les gens qui disent ça, vous raccrochez à quoi? Actuellement, il y a une crise des étiquettes. On cherche des étiquettes. Vous cherchez des stagiaires, on cherche des étiquettes. Si, je vais sûrement voter. Je ne sais pas encore exactement pour qui. Mais je vais voter parce que je pense que je suis politisé, donc j'aime voter entre guillemets. Mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Après, là, je vois les auditeurs qui s'adressent à Sophie en disant oui, mais est-ce que vous avez reçu des candidatures de gens qui sont au RSA? Est-ce que vous prendriez des gens au RSA? Non. Non. Pourquoi? Parce que je suis dans un domaine d'activité où c'est juste pas jouable. Oui, et il faut absolument des gens, en particulier dans mon secteur, qui sachent écrire. Quand je dis écrire, c'est pas écrire, c'est qu'ils sachent rédiger, qui est une réflexion intellectuelle sur beaucoup de sujets, des connaissances. C'est hors de question que je puisse en employer. Il y en a peut-être qui sont au RSA et qui. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Qui ont ce bagage. Oui, il peut y avoir mais je vois beaucoup de gens qui s'excitent en disant oui, il n'y a pas d'emploi et tout. Allez voir. Alors, ce sont des boulots de chiens. Attention, traversez pas la rue. Allez voir dans la restauration, allez voir dans de nombreux secteurs où il y a pénurie. Et encore une fois, je vais vous donner un exemple. Je vais donner un coup de chapeau au syndicat des comment on appelle, des centres thermaux, qui est en train de mettre au point un système pour recruter des Ukrainiennes. Ce que je trouve très sympathique, ils vont prendre des femmes ukrainiennes pour aller tous ces centres thermaux. Tout ce qu'il n'y a pas besoin ils ont une formation, mais il n'y a pas besoin de compétences très particulières. Parce qu'ils ne trouvent pas en France? Mais absolument. Parce qu'ils ne trouvent pas. Alors attention, parce qu'ils sont généreux envers les Ukrainiennes. Oui, mais je veux bien qu'on accueille tous les Ukrainiens du monde et qu'on les accueille dans les meilleures conditions. Je suis d'accord. Ils ont voulu faire un geste. Maintenant, on va pas disponible en France. Je ne vais pas juger leur comportement. Je pense qu'ils ont une générosité, qu'il faut faire travailler ces gens qui arrivent, parce qu'on ne va pas recommencer à avoir des gens qui arrivent chez nous qui ne travaillent pas, parce que là, c'est la fin de tout. Qu'ils soient ukrainiens ou autre chose. Donc là, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'en centre thermal, vous n'avez personne. Vous n'arrivez pas à recruter des emplois de service, etc. Il y a toujours vous n'arrivez pas, c'est comme la restauration, comme énormément de secteurs. La manutention. Non, mais au-delà de ça, le problème aujourd'hui de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est, à mon sens, clairement qu'elle n'a pas été tellement préparée, et pour plein de raisons. Il est rentré opportunisme. Voilà, et donc il est là, il essaie de se placer à droite, à gauche, il essaie de placer ses pions avec ses plus proches collaborateurs qui font le job. Et moi, va continuer comme il fait. Il pense qu'il faut continuer comme il fait. Voilà. Et moi, encore une fois, je ne juge pas. Je suis journaliste politique. Je suis pas là pour juger le programme des uns et des autres. S'il veut être de droite, il est de droite. Il a le droit. Simplement, je donne mon avis là. C'est que je trouve qu'on dresse assez les Français les uns contre les autres en ce moment, pour en plus ne pas en rajouter sur ceux qui touchent, qui sont les pauvres gens qui sont au chômage, parce qu'il y en a, ils l'ont pas choisi. C'est pas lui qui en rajoute, c'est Castaner qui a dit une connerie. Mais pourquoi il a dit une connerie? Vous croyez vraiment que ça passe des éléments de langage? Parce que vous-même, vous parlez des éléments de langage. La phrase, elle arrive. Quand on voit le discours qui précède, c'est la petite bombinette qui est préparée. Éléments de langage. Oui, mais je voudrais aussi signaler qu'on est tous en train de décortiquer, et c'est très intéressant, des mots qui tombent comme ça, et qu'on est dans un moment, dans une civilisation médiatique, où on se jette sur le mot. Et le nombre de mots de gens... Mais c'est parce qu'il n'y a pas de proposition aujourd'hui concrète. C'est-à-dire qu'on a une campagne qui est purement médiatique, qui profite de la crise ukrainienne pour pas trop non plus faire des propositions, et c'est peut-être dommageable pour la démocratie. Allez, c'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Bonne journée sur Sud Radio.